Mais tout de suite, notre retour sur l'actu, les procès Pfizer et Moderna, c'est carrément coton et nous recevons Christine Coton justement, notre biostatisticienne préférée pour nous en parler. Bonjour Christine Coton, Bonjour. je rappelle le titre de votre ouvrage, Tous vaccinés, tous protégés, point d'interrogation. Vaccin Covid-19, chronique d'une catastrophe annoncée aux éditions Guy Trédaniel pour la version française, version papier, et que vous avez également fait traduire en anglais, en J'ai version... traduit. pardon, que vous avez traduit, que vous avez traduit vous-même en anglais, en version numérique, gratuite, disponible sur Internet donc, et qui est une édition augmentée. Tout à fait. Voilà. Alors, dites-nous, chère Christine Coton, en quoi cette version est-elle augmentée? Donc le titre, déjà, il est un peu différent. Ça s'appelle The Clinical Trial Was Almost Perfect. C'est-à-dire l'essai, enfin, The Trial Was Almost Perfect. L'essai était presque parfait. Oui. Elle est augmentée puisque le livre en français, c'était donc une demande de Guy Trédaniel, mon éditeur. Mhm. Et il a été fini d'écrire environ en avril 2023. Or, depuis, il s'est quand même passé beaucoup de choses. On a des commissions d'enquête qui ont été ouvertes aux États-Unis. Il y a des procédures qui ont été lancées, dont certaines ont été fermées, réouvertes. Enfin, donc, il y avait beaucoup de choses à rajouter. Euh, et, euh, et c'est pour ça il fallait mettre un petit peu à jour les informations. Absolument. Alors justement, puisque vous parlez des États-Unis, que se passe-t-il aux États-Unis? Qu'attendre de Robert Kennedy Jr.? Alors moi, à mon niveau, j'ai pas l'habitude d'attendre quelque chose des autres, hein. Les gens qui me connaissent l'ont bien compris. Donc, a priori, bon, ça m'a l'air d'être quelqu'un de tout à fait honnête et qui veut œuvrer dans le bon sens. Mais bon, la législation américaine, elle est quand même assez compliquée. On a l'habitude, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont au courant des procédures qui, en fait, sont des arrangements où les laboratoires payent des sommes astronomiques pour finalement ne jamais finir vraiment en prison ou à fermer à fermer le labo pour cause faillite. Mhm. Donc, moi, je pense qu'il faut continuer à faire nos actions, c'est ce que nous faisons hein, en France, et ne pas attendre le salut, hein, un salut éventuel des États-Unis, parce que, bon, ben, on n'est jamais sûr de rien, hein, et qu'aussi bien, il ne viendra pas, parce que ben, Trump, la réélection de Trump, là, il nomme effectivement des gens qui ont l'air plus enclins à s'occuper vraiment de la santé des gens que les précédents. Sauf que ben, il est quand même pas tout seul, il n'a pas forcément les pleins pouvoirs, c'est pas lui qui va décider de tout, il y a des sénateurs, tout n'est pas aussi facile, hein. Sinon, ça s'appelle une dictature. En effet, en effet. Bon, à ceci près Voilà. que... Donc, puis après, les politiques américaines, eh ben, c'est pas la même chose que chez nous, hein. Nous, Mhm. par exemple, il y avait des choses qui n'étaient pas dans certains pays. Je crois que le pass vaccinal, ça n'a jamais été mis aux États-Unis. Je crois que c'est quelque chose de typiquement français. Ou les, Français ou atte- quelques pays européens également. ou les attestations, par exemple, les auto-attestations pour sortir, s'autoriser à sortir. Je crois qu'aux États-Unis, ils n'ont jamais eu ça. Non, non. Donc les politiques, elles sont quand même faites, nous, davantage par l'Europe que par les US. Et quand même, il y a les spécificités françaises. Donc ne pas se démotiver et continuer les actions en France. Moi, ça, c'est mon avis et c'est ce qu'on va continuer à faire. Ah bah écoutez, nous l'attendons tous et nous vous en sommes reconnaissants d'ailleurs puisque vous lancez plusieurs actions et en fait mais sur quoi vous basez-vous est-ce que c'est sur le résultat du vaccin ou sur enfin par exemple on sait que Madame Musso qui a perdu sa fille et que nous avons reçue au RC Mag il y a quelques mois venait nous expliquer qu'elle effectivement entamait plusieurs procédures judiciaires mais c'était le premier cas reconnu en France de décès dû au vaccin anti-Covid, et là en l'occurrence c'était le Pfizer. Comirnaty de Pfizer, tout à fait. Et, mais bon, nous n'avons pas pour l'instant de nouvelles de développement quelconque à propos de ces plaintes. Vous ne vous posez pas dans ce genre d'axe, Non. vous vous posez plutôt en biostatisticienne et sur comment dire, un système de réflexion basé sur l'idée de fraude ou d'escroquerie, en l'occurrence. Alors,
le recours qu'on vient de faire, alors je dis nous c'est l'association Vérity France, association de victimes, c'est un docteur, deux victimes et moi-même. Le Mhm. recours qu'on vient de faire au tribunal administratif, c'est pour demander l'arrêt des vaccins Covid, Moderna et Pfizer, de tous les vaccins initiaux, les bivalents, en fait, tous ceux qu'on a sur le marché jusqu'à aujourd'hui. Alors, parce que selon le Code de la santé publique, on a l'article L5121-14-2 Mhm. qui nous dit qu'un médicament doit être retiré du marché s'il est nocif, s'il ne permet pas d'obtenir les résultats thérapeutiques, s'il ne présente pas la composition déclarée en termes de qualité et quantité, s'il présente un rapport défavorable entre bénéfices et risques, et si les contrôles sur la spécialité ou ses composants n'ont pas été effectués. Or, en fait, nous, qu'est-ce qu'on démontre par le travail de plusieurs personnes qui ont rédigé des rapports d'expertise, hein, pour le coup, qui ne Mhm. sont pas des rapports d'expertise sur des victimes comme peut avoir ceux comme peut avoir De des Michel gens comme Musso, oui. Mhm. ça n'a rien à voir. Nous, ce sont des expertises sur la méthode des essais. Alors, on va avoir par exemple un rapport, ou deux, j'en ai même deux, sur les études précliniques faites sur les rats, les souris, etc. Mhm. Donc là, qu'est-ce que ça va nous dire? Ben, ça va nous dire qu'on a des études de toxicité qui sont incomplètes, la reproduction, les études de fertilité, etc. Donc tous ces problèmes en fait d'études incomplètes, déjà chez les animaux, c'est un problème. Ensuite, on a de graves défaillances dans les essais cliniques. Donc ça, c'est mon travail et celui de certains qui se sont penchés dans les documents, notamment de l'essai clinique Pfizer, et dans la base de données. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les essais ne respectent pas les bonnes pratiques cliniques. Et bonnes pratiques cliniques, c'est un ensemble on va dire, de méthodes qui sont définies, hein, pour être sûr de la qualité scientifique du résultat. Mhm. Hein, tout le monde doit, tous les intervenants d'un essai doivent appliquer les bonnes pratiques cliniques. Or, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit on a des résultats qui sont sur des durées réduites, c'est-à-dire tous les premiers résultats, hein, que ce soit sur les adultes, les ados, les enfants, et puis les bébés, ça concerne au départ des analyses intermédiaires sur 3 mois de suivi, et pas du tout sur les 2 ans où sont prévues la durée de l'essai. L'efficacité sur les hospitalisations, ça n'a jamais été démontré. Sur la transmission, ça n'a jamais été démontré. Sur la mortalité Covid, ça n'a jamais été démontré. L'efficacité sur les cas sévères, au moment des autorisations, ça n'a jamais été démontré. Population âgée en décembre 2020, ça n'a jamais été démontré. Aucune efficacité démontrée sur les plus de 75 ans. Donc ensuite, on a des calculs. Quand on refait les calculs, on s'aperçoit et puis qu'on examine la méthode, des biais méthodologiques. C'est-à-dire que les patients du groupe placebo ne sont pas traités de la même façon que le groupe vaccin. Donc on leur fait par exemple, au groupe vaccin, on leur fait moins de tests PCR. Mais comment vous voulez diagnostiquer les Covid? Donc votre critère principal, les 95%, il est complètement faux. Mhm. Vous voyez, ça, c'est du travail méthodologique. D'accord. Après, on a des risques qui ont été largement documentés ou des inconnus. On l'a vu, finalement, on nous avait dit 2 doses, vous retrouverez la vie normale. Pas du tout, parce qu'après, il en a fallu 3, 4, 5, 6, on en est à 8. Donc, on voit bien que depuis le début, on nous raconte n'importe quoi. Et on nous raconte n'importe quoi parce que personne n'a vraiment présenté les résultats des essais. Donc, il y avait des choses dans les essais cliniques qui étaient dites, qui n'ont pas été rapportées à la population. Et puis, il y a carrément des problèmes méthodologiques qui invalident les résultats. Quand vous planquez des effets indésirables graves, votre tolérance, elle est fausse. Quand Mhm. vous ne mesurez pas les anticorps pour ne pas montrer qu'ils chutent, ben, ça s'appelle de la fraude, vous voyez? Oui, oui, Quand vous absolument. vaccinez le groupe placebo pour le faire disparaître, pour ne pas avoir à une évaluation finalement au bout de votre essai à 2 ans, vers une vraie évaluation vaccin versus placebo, bon, ben, vous savez pourquoi vous le faites, parce qu'il n'y a aucune Il y a plus aucun test, en fait. justification médicale à vacciner des placebos, si ce Mhm. n'est faire disparaître le groupe contrôle. C'est ça, voilà, il y a plus de... Voilà, Donc voilà, donc tout ça est extrêmement documenté dans notre recours, et donc avec ces rapports-là, donc on en a d'autres aussi, hein. Et on a, cerise sur le gâteau, hein, le produit Pfizer administré à la population n'est pas celui de l'essai clinique à 95%. Ça n'a jamais été celui-là. Donc là, on a un rapport
complet de quelqu'un en Israël sur ce sujet-là, que je connais depuis quelque temps déjà. Moi, j'avais fait des recherches déjà sur ce sujet. Je veux dire, c'est avéré par les documents des agences de santé, le produit qui a été donné à la population n'est pas celui de l'essai clinique. Donc ce que vous voulez dire, c'est que ce qu'on a injecté à la population n'a jamais été testé ni jamais été vérifié. On n'a jamais eu de résultat au moment où les agences ont accepté le produit en décembre 2020. Toutes les agences du monde, elles ont accepté un produit qui n'est pas celui de l'essai clinique sur lesquels on avait les 95% d'efficacité annoncée. Mais c'est Donc vous aviez à la gravissime. télé, et c'est gravissime. Mais c'est pour ça que ça va finir au pénal, hein, toute cette histoire. Vous comprenez bien, oui, ça va finir au pénal parce que c'est gravissime. C'est-à-dire qu'on a fait une propagande terrible sur des plateaux de télévision en invitant des guignols qui ne connaissaient rien au sujet dont ils parlaient et en serinant les 95% d'efficacité, les journalistes, les médecins de plateau, etc., les politiques. Et on a donné à la population un produit à ce moment-là sur lequel on avait strictement aucun résultat. Mais Ni comment ça se fait? efficacité. Ah ben c'est ça, comment ça se fait? Moi, je ne sais pas. C'est bien la question qu'il va falloir leur poser. Comment ça se fait? Parce Ça, que c'est quand même du jamais vu. Vous faites un essai clinique sur un produit et par un tour de passe-passe, presque au moment des résultats, un petit peu avant les résultats octobre 2020, vous avez Pfizer qui change sa composition de produit et ses chaînes de production, qui a un produit qui n'est pas identique. C'était la question de Michel Rivasi au Parlement européen. Michel Rivasi, notre regretté Michel regretter, oui. Rivasi, qui avait mis le doigt vraiment là où ça fait mal, en disant attention, le taux de l'ARN intègre, l'ARN messager intègre n'est pas le même dans les deux procédés de fabrication, et elle avait tout à fait raison. Et ça, c'est un scandale absolu Et, qu'il va falloir éclaircir de comment ça se fait, oui. oui, parce que déjà, pourquoi est-ce que Pfizer aurait choisi de modifier la composition du produit qu'il a Alors, fourni? la raison officielle, c'est qu'ils se sont aperçus qu'ils ne pourraient pas fabriquer des milliards de doses avec le procédé utilisé pour fabriquer le produit de l'essai clinique. Mais bon, ce n'est pas notre problème, hein. Enfin, je veux dire, ils ne peuvent pas fabriquer des milliards de doses, mais ils continuent leur essai ou ils en refont un autre avec le nouveau produit. Et puis voilà, l'affaire, elle est close. On n'accepte pas un produit sur le marché en faisant croire aux gens qu'on leur donne un vaccin à 95% d'efficacité. On leur fourgue un truc vite fait, bien fait, par un tour de passe-passe phénoménal, quelque chose sur lequel on n'a aucun résultat au moment où on l'accepte. C'est Ah, délirant, délirant. et voilà. Mais alors là, Donc, du coup, en fait, c'est le cas de Comirnaty de Pfizer, mais est-ce que c'est le cas également des autres, d'autres vaccins qui ont été mis non, en après, on place? documente dans notre recours, bien évidemment, les problèmes de l'ARN messager, où Hmm. vous avez un papier de Nature qui disait que ces vaccins ARN messagers fabriquent des protéines, font fabriquer au corps des protéines qui n'existent pas. Donc, en fait, c'est un hacking complet des cellules de l'être humain, hein. On transforme les gens en usine à spike. Donc, ils fabriquent la protéine spike qu'on voulait éviter, puisque c'est justement celle qui est le plus toxique dans le coronavirus. Donc, en fait, on les vaccine avec quelque chose qui est encore plus toxique que le virus lui-même. Et c'est ce qu'on voit chez les victimes vaccins qui sont très graves, c'est que ce sont des usines à spike qui fabriquent cette protéine en permanence, puisque certains sont partis jusqu'en Allemagne se faire doser le taux de spike dans le sang. Donc on le sait. Donc, puis ensuite, on a des centaines et des centaines de papiers qui documentent les effets indésirables. On a les bases de données. En Europe, c'est Eudravigilance. On a la enfin, on a les rapports de la NSM sur les effets indésirables. Enfin, on a des tonnes de documents qui prouvent les Periodic Safety Update Reports. Donc ça, c'est des documents qui sont rédigés au départ par les laboratoires. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a la revue à chaque fois c'est les rapports de sécurité. C'est une obligation de fournir ces rapports de sécurité. Il y en a un tous les 6 mois. Moi, j'ai lu tout ça pour écrire mes 400 et quelques pages de rapports. Mhm. Documente clairement les graves problèmes de cette façon de fonctionner, des essais, des décisions des agences, etc. C'est-à-dire, j'ai fait le travail d'une agence de santé, que visiblement aucune agence de santé dans ce monde n'a été capable de faire. Oui, ou n'a voulu faire, peut-être. Oui, voilà, parce que normalement, ils sont tout à fait capables, hein.
Mais, alors du coup, en fait, ce recours, ce dont nous parlions, vous le présentez devant quelle cour? Alors là, pour le moment, c'est tribunal administratif. D'accord. Donc c'est du civil. Mais vous pensez bien qu'avec cet ensemble de documents qu'on a, on peut faire, plusieurs plaintes pénales. D'accord. Mmh. Donc là, voilà, là, on va changer de registre et de toute façon, on va les faire. C'est pour ça que je vous dis, on va pas du tout attendre après, Kennedy ou qui que ce soit, puisque nous, de toute façon, on a tout et quand je dis «on», c'est des documents qui peuvent être même utilisés partout dans le monde. C'est pas du tout spécifique au système français puisque c'est des documents sur les essais cliniques. Donc, Mmh. n'importe quelle, personne, victime européenne ou personne pourrait se saisir de ces documents-là pour faire une plainte selon la plainte qu'il veut poser dans son propre pays. C'est tout à fait utilisable partout. Mmh. Il y aurait très peu de choses à changer pour que ça soit, adapté, contre toutes les agences de santé du monde entier. En effet, en effet. Donc, bah, C'est la écoute, force, voilà, c'est la force de cette chose-là. C'est pas argumenté par rapport à un dossier d'une victime en particulier. d'accord. Oui, c'est, quelque chose de c'est comme Tout vous à le fait dites, général. voilà, Ouais. c'est du data, comme on dit désormais, de la base de Oui, données. enfin, c'est de la méthodologie, ouais, c'est de la, et donc, bon, celui qui nous a rédigé, l'un des rapports sur, le préclinique, c'est quand même un ancien du laboratoire Pfizer. En plus. Voilà, donc c'est pas des gens qui ont des CV, donc moi certains se gossent sur mon petit CV qui serait discret, c'est un CV de sous-traitant, hein, c'est-à-dire, le gars qui trime, 15 heures par jour, pour rendre ses résultats le plus vite possible et qui ne signe pas les publications, qui sont faites avec son travail. Mais c'est la vie du sous-traitant. Moi, ça m'allait très bien et ça me va encore très bien aujourd'hui. Bah, Mais écoutez, heureusement que vous êtes là. Mais, justement, vous parliez de quelqu'un de chez Pfizer, anciennement chez oui. Pfizer. Mais, cette personne a-t-elle été licenciée ou est-elle partie d'elle-même? Non, non, il était à la retraite et bon, et ben, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a fait un peu comme moi, hein, comme, c'était son métier, les études précliniques pour le coup sur les animaux, ben, il est allé regarder les résultats. Et ce qu'il a vu, il a trouvé ça absolument scandaleux d'administrer à l'homme un produit pour lequel on avait aussi peu de résultats sur les animaux. Mmh. D'accord, Mais on voyait déjà certaines choses. Par exemple, la toxicité du foie, ça se voyait déjà chez les rats, les souris, les problèmes de toxicité sur le foie. d'accord. Après, bon, voilà, on découvre des choses a posteriori, on dit: «Ouh là là, c'est atroce, il y a ci, il y a ça». Mais oui, mais on voyait déjà pas mal de choses dans les premiers résultats. La baisse des anticorps, on l'observait déjà chez les singes. D'accord. Et les neuropathies, les maladies auto-immunes, ce genre de choses? Alors là, c'est autre chose. On avait cette liste, présentée en octobre 2020 par Tom Shimaki-Bureau et Steve Anderson, qui sont des gens qui étaient, auditionnés, qui font partie de la FDA et qui présentaient une liste d'une vingtaine de pathologies, à surveiller, hein, ce qu'on appelle des effets indésirables graves d'intérêt particulier. Et on avait des décès, des pathologies neurologiques, des encéphalomyélites myalgiques, c'est typiquement ce qu'on observe. Des embolies pulmonaires, des myocardites, péricardites, tout ça, c'était déjà écrit en octobre 2020 et le document est parfaitement disponible depuis cette date sur le site de la FDA aux États-Unis. Mmh. C'est juste que les gens ne savent pas où chercher parce que, c'est pas leur métier et qu'ils ont subi un tel matraquage, moi j'appelle ça merdiatique, qui n'ont pas, qui les a complètement abasourdis et ils se sont laissés, prendre par le narratif sans vérifier par eux-mêmes. Mais quand on vérifie, enfin les documents, on les trouve, moi je les ai tous dans mon rapport. Donc ensuite, on a eu, les premiers effets indésirables post-vaccination qui sont sortis, je crois que c'était jusqu'à juillet 2021 ou juin 2021. Mmh. Et là, on avait ces fameuses 9 pages qui ont beaucoup circulé, 9 pages remplies de pathologies à surveiller potentielles. D'accord. Bah, écoutez, merci infiniment, chère Christine Coton. Malheureusement, le temps, vient à Oui, nous ça va manquer. vite. Ça va trop vite, effectivement. Nous vous recevrons prochainement pour nous parler de l'internet des choses et des nanotechnologies, car c'est aussi, un de vos chevaux de bataille. Je vous remercie encore une fois d'avoir été au micro de Radio Courtoisie et du RC Mag. À très bientôt, chers Merci à vous. auditeurs. Restez bien avec nous, car dans quelques instants, nous diffuserons le libre journal de la Résistance française.
française. Et surtout, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr afin d'aider Radio Courtoisie à continuer de vivre, car tous vos dons sont déductibles des impôts. À mercredi prochain pour un nouveau RC Mag.